sont ouvertes. Nous y répondrons avec plaisir. Alors, pour vous aider dans vos questionnements, je voudrais, pour vous aider à poser des questions, je voudrais ajouter quelque chose à mon intervention. Parce que ce sont ceux qui viennent d'intervenir ont élargi. Nous sommes ici pour apprendre. En tout cas, moi, je suis ici pour apprendre. Vos questions m'aideront à mieux réfléchir et à apprendre. Et ceux qui veulent apprendre pourraient écouter. Les avocats qui viennent de parler m'aident à ouvrir davantage la réflexion et la recherche. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'interprétation des lois pénales. Comment et pourquoi on interprète les lois. J'ai remarqué quelque chose dans l'étude de ces textes-là et leur application aux personnes poursuivies. J'ai lu une décision de la Cour suprême du Sénégal. Et je dis bien la Cour suprême du Sénégal. Je vous donne les références pour que vous notiez bien cette décision. C'est l'arrêt numéro 27, arrêt numéro 27 du 19 juin 2025. Arrêt numéro 27 du 19 juin 2025. La Cour suprême nous dit que lorsque un juge d'instruction ou un tribunal décide de placer quelqu'un en résidence surveillée, c'est-à-dire vous emprisonnez chez vous, avec contrôle judiciaire et bracelet électronique, ce n'est rien d'autre qu'une prison à domicile. C'est une prison dorée. Lorsqu'on décide de vous emprisonner chez vous avec bracelet électronique, la durée de cet emprisonnement à domicile est à déduire de votre véritable emprisonnement dans une prison lorsque vous serez condamné. C'est l'article 138.7 du Code de procédure pénale. Article 138.7 du Code de procédure pénale. Mais la Cour suprême ajoute que cette possibilité de vous emprisonner chez vous est alternative à l'emprisonnement à Rebeuss. Exemple. Alternative, ça veut dire remplacer. C'est la même chose. On fait comme ça. Deux mains qui alternent. L'un équivaut à l'autre sur le plan de la durée de la peine. Et la Cour suprême dit que le juge d'instruction n'a pas le droit de choisir ça lorsque le juge vous poursuit sur la base de l'article 140 du Code de procédure pénale. L'article 140 du Code de procédure pénale dit que le procureur, il demande, vous êtes en prison par force. Et vous ne sortez de prison que lorsque vous avez des contestations plus que sérieuses, ou lorsque vous remboursez tout, ou bien lorsque vous êtes gravement malade, comme c'est le cas de Farba Ngom. Et la Cour suprême nous dit qu'il n'est pas possible d'appliquer dans ce cas l'article 138.7. Alors, je pose la question suivante aux juristes de la Cour suprême. Lorsque l'article 140 du Code de procédure pénale a été révisé au Sénégal par la loi de 1999, parce que l'article 140 aujourd'hui provient d'une loi telle qu'il est rédigé aujourd'hui, provient d'une loi de 1999, la loi du 25 janvier 1999. Alors que l'article 138 du Code de procédure pénale, tel qu'il est rédigé, provient d'une autre loi qui est de l'an 2010. Alors, article 140
vient de 1999. Article 138 vient de 2010. Mais quand on fait le code de procédure pénale, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 138, 139, 140. Or, le 138, son contenu a été voté après le 140. Le 140 a été voté en 1999 et le 138 en 2010. Mais quand on énumère, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 138, 140. Et la Cour suprême, voyant que le 140 dans l'énumération, dans la numérotation, est venu numériquement après 138, a dit non, 140 est venu après, 140 s'applique, 138 ne change pas 140. Or, 138 est venu diminuer la portée de 140 parce qu'il est venu postérieurement. Nous avons aujourd'hui, comme disait tout de suite un des avocats qui est intervenu, et ça, encore une fois, je ne m'adresse pas à la presse en tant que presse et au peuple sénégalais, mais je m'adresse surtout aux juristes, et je parle de véritables juristes du Sénégal, car nous avons été formés dans le droit français. Nous sommes des juristes du système juridique français. Nous ne sommes pas des juristes du système juridique anglais, ni chinois, ni américain. Dans le système juridique français, il y a des principes généraux du droit et des principes et des règles d'interprétation du droit pénal. En droit pénal, lorsque deux textes se contredisent, lorsque deux lois se contredisent, c'est la loi postérieure qui est venue la dernière qui est appliquée. Ce n'est pas la première. C'est le principe de l'interprétation des lois pénales dans le temps. Cela résulte de tous les principes enseignés en France et au profit de tous les juristes français. Ensuite, deuxièmement, lorsque la loi doit s'interpréter, j'entends dire toujours qu'il faut faire une interprétation restrictive des lois pénales. Et ceux qui le disent, ils le disent dans le sens contraire aux intérêts de celui qui est en prison. Or, en droit pénal, l'interprétation restrictive signifie que lorsqu'il y a des difficultés d'interpréter, l'interprétation doit aller dans le sens de celui qui est poursuivi. Parce que la liberté individuelle est le principe constitutionnel. Lorsqu'une loi quelconque doit porter atteinte à un principe, à une liberté constitutionnelle, cette loi ne peut pas être interprétée en cas de difficulté, au contraire des intérêts de celui dont on prend les libertés. On l'interprète toujours en faveur de la personne qui se voit privée de sa liberté. C'est ça le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que je vois souvent dans vos débats journalistiques des personnes qui se disent juristes, parce qu'ils ont un diplôme de droit. Ils se disent juristes. Je préfère qu'ils disent qu'ils ont une maîtrise en droit, plutôt qu'on les qualifie de juristes dans vos télévisions. Ce ne sont pas des juristes, ils ont des diplômes de droit. J'admets, mais ce ne sont pas des juristes. Parce qu'ils ignorent les principes fondamentaux qui font le juriste. En disant interprétation restrictive contre les intérêts de Farmangom, interprétation restrictive contre les intérêts de tel, une interprétation restrictive de la pénale ne doit aller que dans le sens de l'intérêt de celui qui est poursuivi. C'est ça les principes, ça fait partie des principes du droit auxquels nous sommes soumis. Alors, ici et ailleurs, je voudrais préciser, comme l'ont précisé les intervenants, que nous sommes dans un cas unique et dans des cas et dans une période unique de l'histoire du Sénégal où les règles de notre droit pénal et de nos libertés ne semblent pas garanties. C'est mon point de vue et je tiens à le démontrer. Et je tiens à ce que dans l'intérêt de notre Sénégal et dans l'intérêt de nos enfants et dans nos intérêts, nous-mêmes, peuple sénégalais et citoyens du monde, que les règles qui garantissent les libertés, les règles qui garantissent à l'investisseur, aux citoyens qui travaillent, à la mère de famille, au père de famille de vivre sereinement, que ces règles soient respectées, que les citoyens sénégalais retrouvent leurs droits, car aujourd'hui, nous avons la plénitude et la conscience que les règles de droit du Sénégal demandent à être simplement appliquées au mieux. Et la Cour suprême, et je les invite, comme j'ai invité tout récemment le Conseil constitutionnel à une meilleure vision de sa jurisprudence, j'invite aujourd'hui la Cour suprême à regarder à nouveau sa jurisprudence. Car une Cour suprême peut changer de jurisprudence. La décision de la Cour suprême ne fait pas autorité absolue.
la décision d'une Cour suprême au Sénégal ne fait pas autorité absolue. La décision d'une Cour suprême au Sénégal ne fait pas autorité absolue. Toute décision d'une juridiction fait autorité relative. C'est la notion d'autorité relative de la chose jugée. Et je voudrais préciser, à l'encontre des journalistes et de tous ces Sénégalais qui sont des juristes, entre guillemets, qui sont toujours en train de divulguer dans le peuple sénégalais de fausses notions, notamment une autre notion, lorsqu'on dit le gouvernement des juges. Ah non, il ne faut pas au Sénégal qu'il y ait le gouvernement des juges. Savez-vous ce qu'est en droit et en procédure juridique, ce que signifie le gouvernement des juges? On pense que le juge remplace le pouvoir politique pour gouverner. Non, non, ce n'est pas ça le gouvernement des juges. Le gouvernement, l'expression gouvernement des juges est une expression scientifique des règles de la procédure française. Cela signifie simplement que toute décision de justice est relative. Et le juge ne peut pas rendre ce qu'on appelle des arrêts de règlement. Un arrêt de règlement signifie que le juge dit que ma décision-là s'applique au monde entier et à tous les cas. Aucun juge n'a ce droit. Ma décision s'applique à tous les cas et pour toujours. C'est ce qu'on appelle un arrêt de règlement. Et lorsque les juges ont tendance à faire ça, c'est à ce moment qu'on leur interdit de se comporter en gouvernement des juges. Parce qu'un règlement relève du président de la République, une loi relève de l'Assemblée nationale, et ces décisions ont une portée générale et s'appliquent à tout le monde et en principe pour longtemps. Donc faites attention avec vos juristes, qu'ils soient prudents aussi un peu quand ils rentrent dans le domaine du droit et qu'ils nous aident un peu plus à se protéger eux-mêmes. Parce que si on ne se protège pas soi-même, on ira en prison tous les uns après les autres. Pour qui sonne le glas? Pour qui sonne le glas, c'est un film. Pour qui sonne le glas est un film célèbre. Mais personne ne peut savoir pour qui sonne le glas. Ceux qui y sont aujourd'hui n'y étaient pas hier. Ceux qui y seront demain sont peut-être dans cette salle-là aujourd'hui. Et quand nous parlons, en tant qu'hommes de droit, tout simplement, c'est pour la protection d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est pour la protection de tout le monde. Moi, je n'ai pas de parti pris, même si je suis un avocat parfois, payé par quelqu'un pour le défendre. Et Dieu m'est témoin, je défends dans le cadre des règles qui protègent notre société. Il faut donc, mesdames, messieurs, qu'on retienne cela. C'est la raison de notre présence, c'est la raison de nos efforts. Il faut que notre société soit protégée et que les droits de personne ne soient violés. Or, aujourd'hui, il y a des cas patents dans lesquels, comme on dit les avocats, des droits sont manifestement violés. Je vous remercie et j'attends vos questions. Oui, j'ai une question. Il faut le dire haut et fort. Il faut le dire haut et fort. Bon. Parce que j'entends mal. Voilà, ok. Voilà, ma question est la suivante. Vous avez dit qu'au niveau du tribunal, il a été décidé que Farba devrait être placé en détention dans un milieu hospitalier. Nous savons tous aujourd'hui que l'hôpital Le Dantec n'est pas en tant que tel un milieu hospitalier. Donc, est-ce que le fait de placer aujourd'hui un détenu au pavillon spécial répond à ce qui commandait de placer le détenu dans un milieu hospitalier? Bien, merci. J'ai compris votre question. Pour répondre à cette question, je dis seulement la chose suivante. La Cour d'appel de Dakar, la chambre d'accusation pour l'affaire de Farba Ngom a bien jugé le 1er août 2025 que
ce qui est appelé le pavillon spécial de l'hôpital Dantec, ça veut dire la petite prison hôpital qui se trouve dans l'enceinte de ce qui est appelé l'hôpital de Dantec. Je suis né à Dakar, je connais toute la géographie de cette ville jusqu'à 1 mètre carré. Le pavillon spécial qui se trouve dans l'enceinte de l'hôpital de Dantec, la chambre d'accusation a dit en 2025 que c'est un milieu carcéral, c'est une prison. Et la chambre d'accusation a dit qu'on va continuer à faire les rapports pour Farba Ngom. Et lorsque les rapports sont venus, les rapports ont dit que Farba Ngom ne doit être dans aucun milieu qui ressemble à une prison. Sinon, il va mourir. Est-ce que c'est clair? Il ne doit être dans aucun lieu qui ressemble même à une prison. Sinon, il va mourir. La prison spéciale est une prison. Hôpital. Et la Cour d'appel a dit que c'est une prison hôpital. Maintenant, la Cour d'appel nous dit à nouveau, bon, Farba Ngom ne sort pas de prison, donc ne sort pas du pavillon spécial qui est une prison, mais on va l'appeler dans un hôpital où on peut le soigner. On va l'amener dans un hôpital où on peut le soigner. Alors, je pose la question moi-même maintenant. Est-ce que ça, je pose cette question aux médecins et à tout le monde, et à ceux qui ont jugé ça. Est-ce qu'il y a au Sénégal un hôpital aujourd'hui où on peut soigner toutes les maladies de Farba Ngom? Ensuite, deuxièmement, est-ce que cet hôpital peut exister sans être une prison, sans que la réglementation de la prison ne soit appliquée à Farba Ngom? Si on ne lui applique pas la réglementation de la prison, il n'est plus dans une prison. Il va où il veut. Donc on est obligé, tant que le juge n'a pas dit main levée de mandat de dépôt, tant que le juge n'a pas dit je vous libère, il est prisonnier partout où il est dans le monde. Et on dit on va le mettre dans un hôpital qui pourra le soigner. Mais cet hôpital est une prison. Or la loi interdit, c'est la loi qui interdit qu'il soit dans un milieu qui ressemble à une prison. Donc, même ceux qui ont jugé, ils ne savent plus où ils vont avec nous. Et nous aussi, on ne sait pas. Et personne ne sait plus. Je suis affirmatif. Personne ne sait plus. Nous, on ne sait pas. Ceux qui ont jugé ne savent plus. Ceux qui sont contre nous ne savent plus. Parce qu'il ne peut pas être dans un hôpital qui ne soit pas une prison. Et il n'y a aucun hôpital au Sénégal où on peut tout soigner. Donc, on est devant l'impossible d'un prisonnier impossible à soigner, impossible à sortir, impossible à garder. Voilà le cas de Farba Ngom, messieurs. Comme vous voudrez. Bon, je remercie même les...